l'étincelle, l'idée qui se transforme en passion. La passion qui s'embrase et qui anime. L'avenir qui s'allume. Le destin qui chemine. Le rêve d'un monde bonifié, d'un monde en santé. Le soutenir, en prendre soin, le traiter. Exceller. Pour aujourd'hui, pour demain. L'étincelle, la flamme, l'élan qui déchaîne les passions. La motivation qui fait naître les plus grandes ambitions. Apprendre, Chercher, travailler, persévérer. s'engager sur de nouvelles avenues à la rencontre d'un réseau sans frontières. Partager, redonner, inspirer. Cet univers complexe où tout reste à faire, à découvrir, à réinventer. Former des amitiés qui nous rassurent dans les moments importants. Défier, changer, se défouler. Nous rapprocher pour bâtir une santé durable pour tous. L'étincelle, la flamme qui illumine notre futur en santé. Bonsoir. Je me présente, Ikat Kritikou, je suis la vice-doyenne à la recherche et développement à la Faculté de médecine. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue ce soir à notre événement grand public au Symposium Santé, Sciences et Sociétés de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Nous nous réunissons aujourd'hui autour d'un thème plus que jamais d'actualité, la santé cardiométabolique. C'est un enjeu de société majeur qui nous interpelle à toutes les étapes de la vie, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Prévenir, traiter et guérir les maladies cardiométaboliques exige d'innover. Et pour cela, nous devons mobiliser l'ensemble de nos expertises dans nos 3 secteurs de la faculté, des sciences fondamentales aux sciences cliniques, dans un continuum pour améliorer les soins. À l'Université de Montréal, la faculté de médecine est résolument engagée à faire progresser la recherche dans ce domaine. Cet engagement se reflète dans nos programmes structurants, nos infrastructures, notre excellence et surtout dans notre communauté de recherche dynamique répartie au sein de nos centres et instituts affiliés. Nous pouvons compter sur des forces remarquables au CHUM, au CHU Sainte-Justine, à l'Institut de cardiologie de Montréal et son centre EPIC, ainsi que l'Institut de recherche clinique de Montréal. Les maladies cardiométaboliques, l'obésité et le diabète de type 2 représentent aujourd'hui de graves menaces pour la santé publique. L'obésité progresse rapidement et le diabète de type 2 prend une ampleur inquiétante. Longtemps vues comme des maladies chroniques individuelles, ces pathologies sont désormais reconnues comme de véritables enjeux de santé populationnelle. Et ce soir, avec notre panel de grand public, on pose une grande question fondamentale. L'obésité est-elle une maladie? Donc j'invite le Dr Rémi Rabassa-Lauré, qui est professeur titulaire au département de nutrition et chercheur à l'Institut de recherche clinique de Montréal, de vous présenter notre panel. Bonne soirée. Merci beaucoup, Dr Kritikou. Alors, effectivement, je m'appelle Rémi Rabassa, puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. On va prendre les 10 premières minutes. J'ai prévu quelques questions un peu provocantes que j'ai souvent entendues dans ce genre de choses-là. Puis, juste le temps que ça chauffe dans votre tête, préparez vos questions, parce qu'après ça, on va prendre vos questions, puis on va vraiment essayer d'y répondre avec la science. Puis des fois, vous allez voir, la science, c'est pas blanc ou noir. Des fois, puis vous allez voir, ça va être beaucoup la maladie due en même temps. Donc, j'aimerais vous présenter, peut-être pour commencer, Marie-Ève Mathieu, qui est une de mes collègues du département de kinésiologie. Puis c'est là que je vois que le temps y passe, parce que ça a déjà été une étudiante qui est venue me demander du matériel il y a bien longtemps, mais maintenant, c'est une professeure bien établie. Puis Marie-Ève, elle va surtout amener ici certains éléments, je t'en prie, prends place, autour du mode de vie et du mode de vie sain. Ma collègue Amélie Gravel, qui est une collègue qui est gériatre avant tout, mais qui fait aussi de la recherche. Et puis, peut-être, passer un certain âge, peut-être on va discuter avec elle de savoir si on doit ou on ne doit pas maigrir après. Puis, ma collègue Géraldine Layani, qui est médecin de famille,
comment un médecin de famille prend en charge l'obésité? Qu'est-ce que le médecin de famille peut faire? Est-ce qu'il doit juste prescrire de l'Ozempic et puis rien faire d'autre? Vous voyez que je vais être peut-être un peu polémique. Et puis, comme à l'Université de Montréal, on est très ouvert. On a invité un chercheur de renommée mondiale de l'Université Laval, c'est pour vous dire comment on est ouvert, qui est Benoît Arsenault, qui est un chercheur dans le domaine de l'obésité à l'Université Laval. Alors, j'ai pour chacun d'entre vous une petite question que je me suis préparée dans ma tête la nuit dernière. Je ne dormais pas très bien. Donc, le sommeil, le manque de sommeil, ça peut être responsable de l'obésité. Puis, je vais commencer avec Dr Arsenault. En fait, quand on regarde ici au Québec, qu'on regarde la RAMQ, en admettant que de temps en temps, il y a une indication pharmacologique, la RAMQ nous dit que l'obésité, ce n'est pas une maladie, que c'est un problème cosmétique. Puis le ministre Dubé, qui est généralement modéré, a répété cette chose-là en chambre il y a quelques semaines. Est-ce que c'était un de ses meilleurs coups, le docteur Dubé, M. Dubé, de dire que l'obésité, ce n'était pas vraiment une maladie? Alors, je suis vraiment pas du genre à esquiver les questions. Je pense qu'on peut répondre dans l'affirmative dans ce cas-ci. En effet, c'était probablement pas son meilleur coup au ministre Dubé. Moi, je dois dire, je donne des conférences sur le sujet depuis 5 ou 6 ans, à tous les mois. C'est presque rendu un de mes dadas maintenant, déboulonner des mythes sur le poids, la santé, l'impact de nos habitudes de vie. D'ailleurs, on t'entend une fois par mois à Radio-Canada, à l'heure où on prépare le souper, déboulonner des mythes avec M. Dugal. Voilà, donc j'essaie d'être le plus multiplateforme possible, mais de savoir que ces mythes sur le véritable impact de nos habitudes de vie sur le poids partent de nos plus hautes instances qui devraient normalement écouter les scientifiques qu'ils subventionnent eux-mêmes, ben, je pense que c'est très préoccupant dans ce cas-ci parce que, faut-il le rappeler, non, c'est pas vrai que les personnes qui ont un poids élevé, ils ont un poids élevé simplement parce qu'ils mangent n'importe quoi, puis ils font pas de sport, puis ils font pas attention à eux, puis ils n'ont aucune volonté. Donc, l'enjeu de l'obésité clinique, c'est un enjeu qui est multifactoriel, qui a des dizaines et des dizaines de facteurs de risque qui contribuent à l'hétérogénéité du poids dans la population, hein, avec des mêmes habitudes de vie. Il y a des personnes qui vont rester minces toute leur vie. Puis il y a des personnes qui, même s'ils mangent selon les recommandations, ben, ils vont quand même avoir un poids élevé. Puis ben, il y a des gens qui développent des maladies en raison de leur poids élevé. Puis présentement, je pense que le gouvernement devrait en faire beaucoup plus pour aider ces personnes-là parce qu'il y a des solutions qui existent maintenant. Puis je suis certain qu'on en aura parlé au cours de la prochaine heure. Ben, une des solutions, c'est qu'il y a un des messages de santé publique qui dit qu'il suffit de faire 10 000 pas par jour ou 150 minutes d'activité physique modérée par semaine et puis qu'avec ça, on est en parfaite santé et qu'on vieillit bien. Puis le vieillissement m'intéresse de plus en plus à mon âge, Marie-Ève. Est-ce que c'est vrai qu'on devrait faire absolument 10 000 pas ou 150 minutes? Qu'est-ce qu'on doit penser de... Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une notion de santé publique importante? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Parfait. Ben non. On peut en faire moins, on peut en faire plus. 150 minutes, d'une part, c'est intensité moyenne à élever, puis de plus en plus, on s'intéresse à l'activité légère. Puis, je vous entends parler, c'est dur l'activité physique et le réflexe, c'est le gym. Pour moi, le gym, c'est toqué de la nutrition. Je veux dire, l'activité physique, c'est le transport actif, c'est le fait de se déplacer pour aller voir un collègue plutôt que de l'appeler. C'est partout, en fait, l'activité physique. Donc, oui, la salle d'entraînement est un lieu. Et pour revenir aux chiffres, j'étais peut-être étudiante, mais... quand on s'est rencontrés la première fois, mais je suis assez vieille pour me souvenir très, très bien de Kino Québec, qu'on m'enseignait la superbe courbe dose-réponse des bénéfices de l'activité physique et la santé publique enlevait le fait que le surentraînement est problématique. Et là, on est allé couper à 150 minutes, on est allé couper à 10 000 pas. Et dans le contexte de l'obésité, moi, ça m'inquiète parce qu'on parle de calories et les recommandations, c'est des minutes. Alors, je vous invite tous et chacun de vous mettre un sac à dos à la fin de ma conférence aujourd'hui, de notre conférence, et de vous mettre à un IMC de 50 avec des poids dedans, comme je faisais avec mes étudiants. Et vous me direz votre dépense calorique si du jour au lendemain, je vous mets à 150 minutes ou à 10 000 pas. Et je pense qu'on n'apprécie pas l'effort
que ces gens en surplus de poids font quand les escaliers sont brisés dans le métro, quand ils se déplacent pour faire leur travail physique. Donc, je pense qu'on peut faire plus, on peut faire moins. Les principes de progression sont là aussi. Puis, je pense qu'on a besoin de kinésiologie un petit peu plus pour aider les gens. Un peu plus subtil que donner un nombre de minutes. Ben, je vais être absolument pas subtil. Je ne sais pas à quel âge commence le vieillissement, Dr Gravel. J'espère un peu au-dessus de 61 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il ne faut pas maigrir? Par exemple, moi, j'ai vu ces dernières années arriver un petit truc là qui n'était pas là avant. Et est-ce que je devrais essayer d'éviter de le maigrir? Est-ce que finalement, je vais perdre plus de muscles que de gras et finir par ressembler à un dessin d'un enfant de 3 ans quand il fait le gros cercle avec les petits membres? Oui, si vous me permettez, je vais vous l'expliquer comme en 2 phases. D'abord, avant de parler de s'il y a un âge où on devrait ne plus maigrir, je vais vous parler du concept de sarcopénie. En vieillissant, vers la 50aine à peu près, tout le monde va commencer à perdre du poids, tout doucement, graduellement. Mais ce poids qu'on perd, c'est du poids en masse musculaire. Cette perte de masse musculaire va progresser, pas au même rythme pour tout le monde, pas de la même intensité, mais on passe tous par là. Ça va amener une diminution de nos forces et une diminution de la fonction au niveau de la mobilité. On peut avoir plus de difficultés à sortir et à rentrer dans la baignoire, peut-être un peu plus chambranlant. Donc, on appelle ce phénomène de perte de masse musculaire et de fonction la sarcopénie. Si on se met à perdre du poids par une diète ou bien de la médication pour perdre du poids, alors là, on va perdre du poids en graisse, mais on va aussi perdre du poids en muscle. Et c'est ça qui est le plus dommageable. Je vous ai dit qu'on a un vieillissement normal qui amène une perte de masse musculaire. Puis là, on va exacerber ce problème-là. Donc, plus de perte de masse musculaire, plus de perte de fonction. Une personne âgée devient donc fragile, vulnérable à d'autres problèmes de santé reliés à l'âge, plus de risque de chute. Il y a aussi une fragilité des os qui nous met plus à risque de faire des fractures si on a des blessures, un risque d'être hospitalisé, plus de complications. Alors, est-ce qu'il y a un âge où ça devient trop dangereux de perdre du poids? Je dirais qu'à partir de 65-70 ans, on devrait commencer à réfléchir, est-ce que cette personne est en assez bonne santé pour se permettre de perdre du poids? Et c'est sûr que rendu chez les octogénaires, c'est trop risqué pour les risques de santé, puis on perd les bénéfices. Mais 65-70 ans, je dirais, on doit se poser la question, est-ce que j'ai une personne fragile devant moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui mange bien, avec appétit, qui est actif, qui fait de l'exercice, qui n'a pas trop de problèmes de santé, pas de problèmes cognitifs? Je me permettrais peut-être de faire une diète. Mais quelqu'un qui est soit très âgé ou qui a commencé des signes de fragilité, non, vous risquez de vous retrouver avec des complications puis devenir un de mes patients. Tu es une excellente gériatre, mais peut-être que sans ça. Géraldine, alors toi, tu représentes la première ligne, cette fameuse première ligne qui est supposée tout régler dans notre système de santé. Puis on sait que c'est très difficile d'avoir accès à une kinésiologue, c'est très difficile d'avoir accès à des gens en nutrition. Donc en fait, tu devrais prescrire de l'Ozempic quand les gens viennent te parler de leur poids ou quand tu leur parles du poids. Peut-être et peut-être pas. En fait, l'Ozempic, ça peut avoir une bonne indication dans certains contextes, mais parfois pas. Et je dirais que le premier problème n'est pas de savoir si on doit ou pas prescrire de l'Ozempic, mais la question de l'obésité vient avec bien plus de causes. Et comme médecin de famille, on va rechercher déjà tout ce qui touche et tout ce qui affecte la vie de ces personnes. Comme médecin de famille, je dis toujours aux résidents en médecine de famille qui sont avec nous à l'UMF où je travaille qu'on est des experts de la personne avant tout, avant d'être des experts de la maladie. Et donc, traiter l'obésité, ça vient avec une expertise de comprendre, comme médecin de famille, du moins ce que je peux apporter de plus à mes patients, c'est de savoir d'où ils partent, puis comment je peux les soutenir, quels sont les différents facteurs qui vont venir affecter leur vie. Et donc, parfois, finalement, tout a été exploré on pourrait aller voir tout ce qui est nutrition, activité physique, mais l'obésité, ça affecte aussi
la santé mentale, c'est des personnes aussi qui viennent parfois qui ont un lourd passé, qui ont été stigmatisées, qui ont des enjeux donc qui sont à adresser puis à comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien nommé tous les autres enjeux qui sont reliés aux complications qui peuvent être osto-articulaires, puis on a des patients, puis des aînés aussi, des fois, qui viennent d'ailleurs, qui ont cette demande-là, puis c'est toujours de réajuster, de comprendre pourquoi. Et après, tous les facteurs cardiométaboliques aussi qui sont associés à l'obésité. Donc, il y a des fois, quand on arrive, et une fois qu'on a fait tout ce bilan-là et qu'on a exploré tout ça, ben, on peut arriver au constat que oui, l'Ozempic va être le bon traitement pour ces bonnes personnes. Et encore une fois, bien accompagné, bien soutenu. Et dans tout cet aspect-là, l'Ozempic, pas remboursé. Donc, il y a aussi les enjeux socio-économiques qui sont aussi adressés, parce que comme médecin de famille, on a en fait tout à régler aussi. Donc, on explore tout, puis on essaye de tout prendre en compte. Mais finalement, la réponse est beaucoup plus complexe qu'un simple oui ou non. Merci beaucoup. J'ai encore plein de questions provocantes éventuellement, mais j'aimerais maintenant, comme on a promis, inviter le public. Il y a des chercheurs qui sont là, des médecins, du grand public. Est-ce que vous avez des questions pour les experts qui sont ici? Mais s'il n'y a pas, je pourrais continuer à les mettre sur le grill. Là. Mais est-ce qu'il y a des gens? Donc, n'hésitez pas, il y a des micros à un endroit là et peut-être un autre aussi. On peut approcher le micro aussi, Mme Gauthier-Clerc qui est là pour approcher le micro au besoin. Mais s'il y a des gens qui ont des questions, je vous incite vraiment à venir poser des questions et pas hésiter éventuellement à dire si vous préférez la poser à une personne ou à une autre, puis on va essayer de faire. Oui, je vous en prie, monsieur. Bonjour, mon nom est Sabri, je suis chercheur postdoctoral au CRCHUM et je vous remercie pour ce panel. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est ce que vous avez abordé au début, peut-être la cécité qu'il peut y avoir au niveau gouvernemental. Et je me demandais, comment c'est possible qu'on se hisse au rang de ministre de la Santé et qu'on ignore que l'obésité soit une maladie et pas simplement une condition cosmétique. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Quand je dis on, je m'inclus là-dedans en tant que jeune chercheur, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme communauté scientifique ou juste communauté tout court, citoyenne, pour porter le message au sommet que non, l'obésité et tout ce qui s'ensuit, l'obésité clinique, comme la nuance a été abordée, est une maladie. Parce que j'imagine que la reconnaissance de statut comme maladie, ça s'accompagnerait de remboursements au moins partiels de médications comme l'Ozempic et autres. Ça me paraît essentiel, surtout pour les personnes vulnérables d'un point de vue socio-économique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour... Alors, je pense que je vais commencer à répondre à ça, mais je suis à peu près sûr. Le non-verbal de Dr Arsenault m'indique qu'il a probablement des choses à contribuer aussi. Je pense qu'il reste énormément de stigmatisation. La perception que l'obésité, c'est des gens qui et ou mangent trop, mangent mal et bougent pas assez, reste la règle générale dans la population, et entre autres parce que, on en parlait avec Dr Arsenault à la pause aujourd'hui, parce que je pense que les chercheurs doivent aller dans le domaine public, apporter cette information, faire changer la perception par rapport à ça, comme certainement la perception par rapport au tabac dans les années 60 n'est pas la perception que l'on a maintenant. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de perception qui touche les élites politiques de façon autant que d'autres. Puis les élites politiques, ils sont peut-être encore plus touchés parce qu'il y a un problème de coût très important relié à ça. Il faut reconnaître qu'une bonne prise en charge de l'obésité suppose un ou une nutritionniste, un ou une kinésiologue, un ou une psychologue. Le patient n'a pas forcément besoin des trois en même temps. Des fois, un ou une médecin, si on admet qu'il y a des choses à prescrire. Et les médicaments à prescrire et les prises en charge peuvent être extrêmement coûteuses aussi. Donc, sans vouloir défendre M. Dubé après l'avoir mis sur le spot, je pense que la réponse a été après l'évaluation économique de ce que ça coûterait à la RAMQ. Et donc, je pense qu'il aurait été mieux inspiré de dire nous n'avons pas collectivement comme société les moyens pour l'instant d'assumer un certain remboursement de l'Ozempic plutôt que de dire que ça n'est pas tout à fait une maladie. Mais qu'est-ce que tu as rajouté, Benoît? Je pense qu'on écoute tous et toutes les mêmes nouvelles. Donc, le ministère de la Santé doit couper, c'est quoi, aux dernières nouvelles, 1,5 milliard dans le système. Donc, c'est vraiment pas le temps d'ouvrir les vannes pour le remboursement d'un médicament qui va coûter plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines de millions par année au gouvernement, parce que puis un des gros problèmes qu'on a présentement, c'est que ces chiffres-là sont basés sur
un seul critère pour diagnostiquer l'obésité, qui est l'indice de masse corporelle. Donc, il y a à peu près 2 millions de Québécois qui ont un indice de masse corporelle qui est supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré. Donc, du jour au lendemain, moi, je me sens très mal à l'aise de dire à 2 millions de Québécois qui sont en parfaite santé pour la plupart, mais qui sont malades et puis qui ont besoin de médicaments. Je pense qu'une des choses qu'on doit faire pour répondre directement à la question, c'est de s'entendre sur une définition qui est donnée, qui est basée sur des données probantes de l'obésité clinique. Puis j'insiste sur le terme clinique parce que l'obésité, le fait d'avoir un poids élevé, c'est une condition qui est très, très, très hétérogène. Il y a un pourcentage de la population qui a un poids élevé, qui sont en très bonne santé, comme il y a un pourcentage de la population qui ont un poids santé, mais qui sont en très mauvaise santé aussi. Puis même s'il y a une surreprésentation de problèmes de conditions cardio-métaboliques chez les personnes qui ont un poids élevé, bien, il faut vraiment trouver le sweet spot en bon français de personnes qui, oui, ont une obésité clinique, c'est-à-dire qui ont un poids élevé ou des fois pas nécessairement un poids élevé, mais qui sont malades puis qui pourraient bénéficier de ces médicaments. Puis on a les études pour le prouver. Par exemple, chez les patients qui n'ont pas nécessairement le diabète de type 2, parce que c'est remboursé pour le diabète de type 2, mais par exemple, qui ne sont pas atteints du diabète de type 2, mais qui ont des maladies cardiovasculaires, qui ont de l'insuffisance rénale, qui ont la maladie du foie gras. Donc, je pense qu'il y a des données probantes qui suggèrent que chez ces personnes pourraient en bénéficier, mais encore faut-il bien les diagnostiquer. Puis après ça, un coup qu'on les aura bien diagnostiqués, qu'on aura mis ce diagnostic d'obésité clinique, bien là, un coup qu'on a mis ça, bien là, après ça, il faut leur trouver les bons moyens, puis effectivement faire des analyses pharmaco-économiques qui vont sûrement être positives pour le traitement de ces personnes spécifiques. Oui, Géraldine. Oui, j'ajouterais une petite chose, et en plus de tout ce que tu dis, puis j'abonde dans ce sens-là, c'est qu'on parle beaucoup de médication d'Ozempic, mais très récemment, j'ai eu dans mon bureau à orienter une famille pour un enfant qui avait de l'obésité infantile et donc pour accompagner la maman qui avait des questions sur la nutrition. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je vais vous référer au CLSC. J'ai eu un retour du CLSC, critères d'exclusion, surpoids, obésité, troubles du comportement alimentaire, et puis les diètes végétariennes et végétaliennes. Donc là, je me suis dit, je suis découragée, parce qu'on parle de médication, mais c'est un non-sens complet. On n'est même pas dans l'approche qu'on veut même poser des actes ou des gestes. C'est l'accessibilité à la première ligne est problématique. Alors, je vais me permettre d'être impoli parce que je vois que Dr. Anderson, sa pression artérielle est en train d'atteindre ma collègue qui s'occupe d'obésité infantile. Donc, le dernier commentaire, clairement, on va te donner la parole, Mélanie, parce que sinon, je pense que tu ne vas pas pouvoir tenir jusque-là. Ton non-verbal est très clair. Parce que même si j'abonde dans ce sens qu'il faille faire des études puis bien comprendre chez qui on doit traiter avec la pharmacothérapie, d'abord et avant tout au Québec, en tout cas en matière d'obésité pédiatrique, les programmes multidisciplinaires de prise en charge, on les compte sur les doigts d'une main. On se bat à chaque année pour un renouvellement du financement. Et ça fait quelques années seulement. Avant, c'était la philanthropie qui nous subventionnait. Et donc, c'est là que je pense, puis je pense pas que c'est super mieux en adulte, et je pense qu'on devrait être en train de parler du B.A.-bas du traitement, puis d'avoir des experts qui puissent guider nos familles en termes de prise en charge au niveau activité physique, sommeil, nutrition, santé mentale, pour qu'après ça, ceux chez qui ces interventions-là ne fonctionnent pas et qui ont des complications, qu'on puisse là leur offrir la pharmacothérapie. J'aimerais tellement ça que le gouvernement nous entende aujourd'hui. Mais merci, c'était pour ça que je m'étais levée. Non, mais ça se voyait là que si je ne te donnais pas la parole, vu d'ici, merci beaucoup d'avoir patienté. Quelles questions vous avez? Sans problème. Ma question, ce serait pour justement les personnes qui font de la clinique. Est-ce que dans votre formation, on met de l'avant qu'est-ce qu'on voyait ce matin en diabétologie, donc une approche plus individuelle au lieu d'un one size fits all? Est-ce que c'est quelque chose que dans votre formation est mis de l'avant? Puis deuxièmement, sentez-vous que vous êtes supporté par le système dans votre travail pour pouvoir offrir les meilleurs soins aux patients?
La base de la gériatrie, c'est d'évaluer non pas l'âge chronologique, mais plutôt le patient dans son entièreté. Puis ils font beaucoup la même chose en médecine familiale aussi. Fait on nous enseigne à faire ça, pas particulièrement ou spécifiquement en lien avec l'obésité, le choix de la médication, mais quand c'est le temps de décider risque-bénéfice de débuter un traitement comme l'Ozempic, c'est clairement évaluer si le patient va en bénéficier plus qu'il risque d'avoir des complications. Puis les personnes âgées ont souvent plus de complications et d'effets secondaires sur les médicaments en général, dont l'Ozempic. Les nausées, vomissements qui peuvent mener à la déshydratation, les hypoglycémies, des chutes, des fractures, la perte d'appétit qui peut mener à la dénutrition. Fait que c'est ça qu'on prend, c'est la globalité du patient et son niveau de base fonctionnel aussi. Puis même si tu l'as débuté, tu peux aussi le réévaluer. Il y a des patients qui sont des super répondeurs avec ces molécules qui vraiment deviennent cachectiques avec ces molécules. Puis il faut savoir arrêter ces molécules. C'est pas des super répondeurs au sens quelle bonne nouvelle, vous avez perdu 30 kilos. C'est des fois une mauvaise nouvelle d'avoir perdu autant de poids. Et toi, Géraldine, en première ligne, est-ce que tu disais déjà dit un peu tout à l'heure, comment tu vas faire le choix de à qui tu vas le donner ou pas, au-delà d'un élément très important pour notre pratique, parce que je suis un médecin qui fait de la pratique, est-ce que ça sera couvert ou pas par une assurance ou par le système public? Parce que sinon, on rentre des fois dans des notions très difficiles, puis c'est des médicaments qui sont très coûteux, si on parle de l'Ozempic ou du Mounjaro, par exemple. Ben, de la même façon, en fait, j'essaye le plus possible d'individualiser mon choix, puis l'indication de la molécule en fonction du contexte. J'ai la chance de travailler quand même dans une équipe interdisciplinaire où on a un pharmacien avec nous, des infirmières cliniciennes qui sont formées aussi ce qu'on appelle, moi c'est un titre qui est assez horrible, gestion des saines habitudes de vie, parce que qu'est-ce qui est sain ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas qui font surtout de l'accompagnement, du renforcement aussi dans les habitudes de vie, essayer de comprendre. Donc moi je pense qu'elle est essentiellement là, la force. Puis après, on peut faire de la prescription. On peut aussi, je pense que c'est un très bon point de dire on déprescrit aussi, puis se reposer la question régulièrement. Puis je pense qu'il y avait la question aussi de savoir qu'est-ce qu'on a appris. Moi, j'ai fait ma médecine il y a quelques années maintenant, donc la manière dont on effectue les apprentissages ont aussi évolué. Moi, je trouve que maintenant, dans les facultés de médecine, on essaye de plus en plus d'essayer d'être dans l'individualisation des soins. On essaye aussi d'amener, en tout cas, nos résidents en médecine de famille, puis là où je travaille, d'avoir une certaine autocritique, d'avoir une compréhension, comme je nommais tout à l'heure, de l'expertise de la personne. Puis c'est important de prendre une personne qui vit dans un milieu de vie, dans un contexte particulier, avec un ensemble de facteurs qui affectent sa vie. Donc on essaye le plus possible de transmettre ces éléments-là. Donc après, c'est toujours dans l'individualisation. Puis on apprend aussi plus à travailler en équipe interdisciplinaire. Puis notre panel ici reflète ça, hein, physio, nutritionniste, kinésiologue, le médecin, l'infirmière, la santé physique et la santé mentale, tout en ensemble. Marie-Ève, tu y as fait un peu allusion tout à l'heure pour l'activité physique, là, que tout le monde n'est pas forcément obligé de s'entraîner au gym et pour les Jeux olympiques. Donc, est-ce que là aussi, on doit faire un peu de... Est-ce que, par exemple, dans un programme de perte de poids comme ça, on devrait introduire de la musculation ou finalement, c'est de l'activité aérobique comme la marche, la course ou autre? Oui, bien, d'une part, j'apprécie le panel et d'être là. Et en fait, je suis la moins représentée dans le système de santé. Hein, les kinésiologues qui nous ont sauvés en vous vaccinant parce qu'il manquait de personnel. Donc, on est allé vous aider. Mais il reste que c'est 50 kinésiologues dans les GMF au Québec, là, dans les 300 quelques GMF. Donc, je parle aussi pour mes collègues nutritionnistes, entre autres, que je connais très bien. Donc, je pense que oui, l'approche interdisciplinaire. Oui, il y a autre chose. Tantôt, je disais, bon, l'effet anorexigène avec la musculation, il faudrait faire les études. Mais il reste que la musculation fait partie des recommandations. Puis mentionner, j'ai beaucoup aimé quand vous parliez de perte de poids en avançant en âge. On n'aime pas le poids. Je crois qu'aujourd'hui, on en a parlé que on n'aime pas l'adiposité ou les lipides. Quand ils sont stockés au bon endroit, on est vraiment content. Et en fait, le kinésiologue va vous dire que quand vous perdez du poids, bien, vous perdez votre meilleur ami pour la dépense énergétique. Et d'où mon exemple de sac à dos et tout. Et c'est pour ça que les recommandations pour le maintien de la perte de poids, puis j'abonde dans le sens que pour maintenir la perte de poids, c'est
toutes les études le montrent, là, que de bouger aide à maintenir la masse musculaire, mais aide surtout, en fait, à la dépense énergétique. Là, je ne vous ferai pas pleurer une deuxième fois aujourd'hui en vous disant le métabolisme de repos du muscle qui est inactif. Oui, ça, c'est pas majeur. Puis je voulais juste revenir sur le point de la formation, vous dire que c'est très déficient, la formation en obésité. Je ne vous parle même pas de l'obésité pédiatrique en tant que physiologiste à Sainte-Justine. Puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut améliorer. Ça se compte en heures si ce n'est pas des cours à option. Et ce n'est pas la réalité juste au Québec. C'est la même chose en Europe, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment apprendre à former de façon interdisciplinaire pour qu'après, tous aient son rôle et son expertise aussi, je crois. C'est pour te rassurer, moi j'ai fait mon cours de médecine, c'est même pas le siècle dernier, c'est le millénaire dernier. Puis moi, l'obésité, ça tenait en 1 heure. Là, on stockait les lipides dans le gras, that's it, that's all. Les gens trop gras sont des gens qui mangent trop et qui bougent pas assez. Ça m'a vraiment. Donc je pense qu'on a fait des progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Je te laisse, Benoît, puis après ça, je vais répondre sur l'individualisation des traitements. C'est quelque chose qui est, à mon avis, une excellente question. C'est un peu là-dessus que je voulais embarquer. Moi, c'est sûr que comme chercheur, je ne suis pas professionnel de la santé, là, full disclosure, mais j'aimerais ça vous parler de génétique, puis à quel point une personne peut répondre différemment à un certain traitement par rapport à un autre, puis à quel point on a des progrès puis de la science translationnelle à faire pour amener ces éléments-là en clinique. Mais j'aimerais ça, dans un contexte d'individualisation du traitement, qu'on pose davantage de questions avant de procéder à des interventions. Parce que souvent, j'entends, puis à juste titre aussi, que d'abord et avant tout, on doit conseiller la saine alimentation, qu'on doit évidemment prescrire l'activité physique avant de se rendre à la médication. Je veux dire, ça, c'est la base. Il n'y a personne qui va s'opposer à ça. Mais la question est la suivante. Est-ce que les cliniciens posent la question sur la qualité de l'alimentation? Est-ce que les cliniciens posent des questions sur les habitudes d'activité physique? Est-ce qu'ils posent des questions sur la santé psychologique, sur l'histoire de la relation avec l'alimentation avant de passer au prochain niveau? Parce que souvent, ils ont des 15 minutes avec les patients. Donc, ça, c'est un peu aussi, ça nourrit certaines fausses croyances que les personnes qui ont un poids élevé, c'est parce qu'ils mangent mal puis qu'ils ne bougent pas assez. Mais vous seriez surpris en clinique du nombre de personnes qui ont un poids élevé, mais qui ont une alimentation qui est meilleure que la mienne, qui bougent plus que moi, puis qui sont en parfaite santé aussi. Donc, je pense que quand on parle d'individualisation, de poser des questions, peut-être même de faire passer des tests de conditions physiques, de faire passer des questionnaires de fréquence alimentaire avant de faire des conseils, justement, qui sont un peu one size fits all. Il faut les individualiser, il faut les pairer à d'où le patient ou la patiente part à la base. Là. Écoute, on a des données là-dessus sur ce qui se passe au Québec. Si on considère que si le médecin en a parlé, c'est dans le dossier, ce qui est probablement une sous-estimation de la réalité, on considère que c'est à peu près dans un dossier sur 5 qu'on trouve la trace que le médecin a parlé de conseils de mode de vie au sens général. C'est le tabac si on fume, bouger un petit peu plus si on est actif, améliorer sa qualité alimentaire ou avoir des conseils par rapport à d'autres éléments de cette nature-là. Donc on peut imaginer qu'il y a des médecins qui en ont parlé, qui ne l'ont pas mis, mais même si on doublait les choses, ça veut dire que probablement au moins une fois sur 2, on ne l'a pas. Puis pour l'individualisation, on a un élément qui est super important dans la médecine, qui sont les recommandations de bonnes pratiques cliniques. Ça, c'est un groupe d'experts crédibles, avec une méthodologie très robuste, qui vont analyser la littérature et donner. Ça, c'est très bien par rapport à ce qu'on avait avant, qui était l'opinion de l'expert le plus important. Là, il y a toute une méthodologie pour y arriver. La limite de ça, parce qu'il y a toujours un avantage aux inconvénients et les inconvénients à certains avantages, c'est que pour certains jeunes médecins, c'est un peu comme s'il y avait un parcours A, B, C, D, alors que la réalité clinique, c'est que des fois, il faut passer de A à C parce que B n'est pas approprié pour le patient et qu'effectivement, on est en permanence une course contre la montre pour ça. Je n'ai pas bien... Docteur Lavoie, si je vois bien. Je m'excuse avec le contre-jour. Tu vois bien, Rémi, merci. Donc, je suis ravie déjà de voir ma collègue Marie-Ève Mathieu sur votre panel. Mais je voulais faire un peu du pouce sur une question que tu lui as posée tout à l'heure en lui demandant si les patients devaient faire de l'activité aérobie ou de l'activité en force.
spécifiquement pour la perte de poids, mais je pense que ce qu'on perd de vue souvent, en fait, c'est que l'activité physique chez des personnes qui ont de l'embopoids ou de l'obésité, ça ne devrait pas être recommandé uniquement pour de la perte de poids, mais pour tous les bénéfices qui viennent avec l'activité physique, dont les personnes avec de l'embonpoint et de l'obésité souffrent souvent. Donc, tu sais, que ce soit d'un point de vue mental, la santé cardiovasculaire. Donc, je pense que c'est important de prodiguer le message que c'est pas parce qu'il n'y a rien qui se passe sur ma balance qu'il n'y a rien qui se passe ailleurs. Tout à fait. Et je pense que c'est quelque chose vraiment là, à taper La dessus. pression peut être meilleure, le taux de sucre Absolument. peut être meilleur, le tour de taille peut baisser. Très bien. Marie-Ève, tu as pris le micro. Je présume Je vais que tu répondre veux. à ma boss quand même, si vous permettez. C'est le moment de demander une augmentation de salaire. Ça va. Je crois qu'on a un syndicat, je crois que c'est conventionné. Ben, merci beaucoup, Julie, pour le commentaire, surtout. Et je vais mettre mon chapeau et je disais, quand on s'est rencontrés, que j'appréciais beaucoup qu'il y ait pédiatrie et personnes âgées. Je pense que c'est très pertinent. Moi, une inquiétude avec les recommandations que j'ai vues, c'est « Ah, mais le jeune, il y a juste un IMC élevé. Et on fait des suivis présentement avec des familles où est-ce qu'on nous dit « Ah, il a croisé ses courbes de croissance, mais il est en croissance. » Je veux dire, un jeune à 12 ans qui n'a pas de complications, moi, il m'inquiète quand même. J'ai peur que les ressources financières, de logistique fassent en sorte qu'on oublie la prévention et qu'on traite les gens qui en ont vraiment besoin. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Fait que ça, c'est la première chose. Un adolescent en situation d'obésité, il y a 80% des risques de rester une personne obèse à l'âge adulte. Donc, il ne faut vraiment pas oublier la prévention. Et malheureusement, on le sait, une fois que le poids il est pris, pour des milliers de raisons, c'est dur à perdre. Et il ne faut effectivement pas oublier la capacité fonctionnelle, tous les bénéfices de santé mentale, santé physique. Et oui, c'est difficile de peut-être mesurer une tour de taille. Je vous dirais qu'on envoie les gens faire des IRM, puis faire des tests, des OGTT et tout. Là. Je veux dire, les Tanita, les rubans et des DEXA qu'on envoie pour l'ostéoporose et l'ostéopénie. Je veux dire, c'est des outils. Puis c'est comme si même il y avait un choix dans les outils qu'on donne à ces personnes en situation d'obésité. On ne leur donne pas, la technologie, elle est là. Et je vous dirais, juste prendre des photos avec votre iPhone, il y a des belles applications pour mesurer des choses. On peut même mesurer le tour de taille avec un mètre ruban qui s'achète chez Dollarama. Là, je ne sais pas s'il est encore en bas à 0,99 ou à 1,99, mais effectivement, c'est une technologie très avancée qu'on peut trouver dans des magasins. Monsieur, je vous en prie. Alors, bonjour. Moi, en fait, juste commentaire, à 80 ans, je pense que je vais vouloir gagner du poids. De la manière, je vois ça. Fait que, on n'a pas parlé, tu as été de l'autre sens, mais il y a du monde. Oui, parce qu'on parle du monde qui va vouloir gagner du poids à certains moments. Ça, c'est l'autre facette. Pour faire du pouce là-dessus et faire le lien avec ce que disait Marie-Ève Mathieu, oui, je comprends, certaines personnes peuvent être obèses, très actives. Les anglophones parlent de fat but fit et avoir un excellent profil de santé. Mais à 80 ans, j'ai rarement vu des personnes très obèses. Peut-être que je n'ai pas assez exploré encore. Là. Peut-être les médecins peuvent en dire plus long ou plus les personnes en Il y en a. Bon, en gros, moi, j'accroche toujours sur l'obésité est-elle une maladie? Là. Pour la définition d'une maladie, il faut souvent des cadres diagnostiques précis. J'imagine, à quelque part, on est encore à des niveaux des BMI, là, des Body Mass Index. Puis, comme vous avez dit si bien, c'est très complexe, très hétérogène. L'approche préventive, selon moi, est encore la numéro 1. Bonnes habitudes de vie, bien bouger, bien manger. Bon, avant qu'on aille dans la pharmacologie, c'est pour ça que je voulais juste en parler un peu. Maintenant, au niveau moléculaire, je voudrais savoir peut-être l'avis parmi ceux qui sont intéressés, cliniciens ou non. Là. Biomarqueurs, il faut à partir, si vous voulez, on veut s'en aller dans un sens moléculaire, d'ailleurs, ce serait intéressant. J'ai de la misère à voir jusqu'à quel point, comment votre approche ou l'approche proposée pourrait être bénéfique dans un cadre défini que vous pourriez m'en parler. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme biomarqueur? Parce qu'il y a plusieurs biomarqueurs, hormonaux, biomarqueurs génétiques. Donc, j'aimerais ça voir comment s'y prendre. Bon, une des limitations qu'on dit de l'indice de masse corporelle, c'est que ça ne prend pas en considération la composition corporelle. Donc, probablement, ça ne fait pas la différence entre du gras et du muscle,
mais surtout, même pour les personnes qui ont une accumulation plus élevée que la moyenne de gras, ben, il y a des gens, surtout des femmes, qui peuvent accumuler beaucoup de gras sous-cutané, donc au niveau des hanches, des cuisses, des bras, etc., qui développeront jamais de conséquences cardio-métaboliques de leur excès, entre guillemets, d'adiposité. À l'inverse, il y a des hommes, surtout, qui ont un tour de taille élevé. Ça, c'est un marqueur de cellules adipeuses qui sont dans la cavité intra-abdominale. Puis ça, c'est un type de graisse qui est fortement corrélé à l'accumulation de graisse dans le foie, dans le muscle, dans le cœur, puis qui est vraiment associé de façon très étroite au risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Donc, un tour de taille, c'est bien. Moi, c'était une partie de ma thèse de doctorat. On a simplement corrélé, ajouté au tour de taille les concentrations de triglycérides sanguins. Puis les deux, combinés ensemble, c'est un bon marqueur, justement, d'une accumulation de tissu adipeux intra-abdominal ou viscéral. Donc, c'est sûr que si on cherche des nouveaux biomarqueurs, ben, je pense que parce que c'est sûr qu'on peut faire de l'imagerie puis de mettre tout le monde dans un taco puis aller découper la graisse, etc. Mais un marqueur grossier d'adiposité viscérale, un tour de taille élevé avec des triglycérides élevés, ben, ce serait déjà un meilleur marqueur que l'indice de masse corporelle pour suivre le pronostic, puis aussi peut-être voir si les interventions, que ce soit habitudes de vie ou pharmacologie, ben, ils améliorent la composition corporelle, puis pas juste le poids sur la balance. Il y a des choses qui sont bien validées, là, comme par exemple mesurer les graisses dans le sang, comme les triglycérides, là, qui sont l'autre grande sorte de graisse, à part le cholestérol, dont on parle souvent. Il y a des choses autour du taux de sucre. La maladie la plus fréquemment associée, c'est le diabète, aux excès de poids et ainsi de suite. La pression artérielle qui est à mesurer. Il y a des éléments qui émergent autour de mesurer le foie gras avec des marqueurs simples qui impliquent des enzymes hépatiques. Il y a des gros problèmes au Québec parce qu'il y en a une qui était prescrite en excès il y a quelques années. Le gouvernement a coupé l'accès à cette enzyme et la combinaison de cette enzyme avec la mesure des plaquettes peut faire les choses. Mais donc, il y a tout un groupe de choses qui sont bien définies qu'on doit mesurer. Puis il y a aussi des excès. Par exemple, on sait que dans à peu près 1% des cas, les obésités sont reliées à des causes endocriniennes. Moi, je suis endocrinologue de formation. Ça veut dire que ça n'existe pas. L'excès de cortisone naturel, qu'on appelle le cortisol, l'hypothyroïdie. Puis là, on voit qu'il y a énormément trop de dépistage. Et là, on est à nouveau dans un en même temps. On ne devrait pas le faire systématiquement, mais le professionnel ou la professionnelle de santé doivent être très vigilants pour essayer de trouver l'aiguille dans la botte de foin et savoir à qui le prescrire. Donc, il y a quand même un panel de choses qu'on fait. Il y a un panel de choses qu'on fait probablement de façon excessive. Quand on regarde les chiffres de dosage de la RAMQ, il y a trop de TSH, là, qui est la prise de sang pour la thyroïde, et de cortisol qui sont faits aux gens obèses, mais en même temps, il faudrait être capable de le faire. Donc, je pense qu'on a besoin de bien définir ce qui est rentable du point de vue sociétal, et une fois de temps en temps, être capable d'aller au-delà de ce qui est rentable pour la majorité des gens, puis aller chercher des choses un petit peu différentes autour de ça. Définir avant si c'est une maladie, parce que il y a le cardio, en fait, il y a le syndrome cardio-métabolique qui rentre là-dedans. Alors, donc c'est ça, j'essaie de voir. Non, alors on a une réponse récente, puis on peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais il y a un papier très récent dans le Lancet Diabetes qui repositionne l'obésité comme une vraie maladie, surtout si elle a des symptômes cliniques, avec des éléments de pré-maladie. Donc, c'est vraiment défini comme ça, et pas juste comme un état qui prédispose à plein d'autres maladies, mais une maladie en elle-même, à partir du moment, surtout, où il y a des conséquences, qu'elles soient mécaniques, j'ai mal à mon genou, à ma hanche, je ne fonctionne pas, qu'elles soient métaboliques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, ou qu'il y ait des aspects de santé mentale ou de maladies neurodégénératives. Donc, ce papier a fait énormément jaser, il est en accès libre, il n'est pas parfait, mais on peut dire que vraiment la cinquantaine de chercheurs qui se sont mis là-dessus ont fait un travail assez remarquable pour repositionner l'obésité comme une maladie. Puis je ne prends pas position là-dessus, je suis confortable avec cette position, mais ça a été défini récemment par un groupe d'experts très renommés comme étant une maladie et non pas comme le facteur de risque d'autres problèmes de santé. Ça m'a de l'air, en fait, excusez-moi si je monopolise un peu, là, ça m'a l'air comme une condition plutôt. Oui, après ça, donc, il peut y avoir des constructions. Condition inflammatoire. C'est pour ça que j'essaie de viser la maladie pour que ce soit un cadre
plus facile, peut-être, à quelque part, pour essayer pour moi de comprendre. En fait, j'essaie de Mais comprendre votre question. si c'est une maladie, elle est très hétérogène. Il y a des gens qui peuvent être très malades de leur obésité et des gens qui peuvent être très peu malades de leur obésité et vivent très bien avec ça. Là, c'est un peu ce qu'on... Je pense qu'on peut essayer de le dire comme ça, mais oui, on peut aussi en même temps être une maladie, un facteur de risque pour d'autres choses et une condition. Tout à fait. J'ai aperçu, madame, si vous avez une question, s'il vous plaît. Oui, pardon, je suis très nerveuse, fait que ça risque de paraître. Mais moi, je suis une kidam, je m'appelle Karine. Ma seule connaissance en obésité, c'est la mienne. J'ai 40 ans d'expérience dans ma propre obésité. J'ai toujours pris du poids, j'étais en autodestruction. J'ai commencé dans ma vie en me coupant, puis j'ai eu des problèmes avec ça, j'ai arrêté. J'ai pris toutes les pilules de la pharmacie, j'ai trouvé plein de façons de m'autodétruire. Mais c'est quand j'ai commencé à prendre du poids que j'ai eu, malheureusement, l'attention que je cherchais, mais pas la bonne. Puis après ça, ça a été une roue qui tourne. Plus j'avais de l'attention négative, plus moins je m'aimais, plus je m'autodétruisais et tout. À un moment donné dans ma vie, j'ai eu un bon emploi, des amis, des bonnes relations de travail, puis j'ai perdu, sans m'en rendre compte, 150 livres. Puis après ça, tu sais, ça ici, c'est une hernie, c'est pas juste une masse de gras. Fait que j'ai pensé aller voir pour la première fois de ma vie des médecins pour être conseillée pour mon hernie. Je pensais être opérée, puis après ça, avoir plus de facilité à bouger, perdre du poids et tout ça. Puis finalement, j'ai rencontré beaucoup de préjugés, pas beaucoup d'aide. Quand j'arrive dans le bureau du médecin, je ne suis pas traitée comme un être humain, je suis traitée comme une grosse. Moi, je suis une obèse morbide depuis 40 ans. Je ne fais pas de cholestérol, pas de diabète. Je fais de la haute pression, mais c'est tout. Moi, je ne suis pas entendue. Quand je demande des rendez-vous pour un spécialiste du côlon parce que je suis toujours constipée, on ne m'écoute pas. Mais si je veux un rendez-vous pour du diabète, pour l'apnée du sommeil, je peux toujours avoir ça très facilement. Mais tout ce qui est personnel à moi n'existe pas. Et je voulais juste insister sur le fait que je pense que l'individualité des personnes, il n'y a pas une sorte de sportif, il n'y a pas une sorte de grosse, il n'y a pas... Comme on est tous un peu différents, on a chacun notre histoire. Puis c'est pas ça que je remarque quand je rencontre des gens, des spécialistes de la santé. Je vois des préjugés, je vois des gens qui n'ont pas de temps, qui veulent juste me caser. Puis moi, j'ai subi la chirurgie bariatrique, c'est la pire erreur de ma vie. Parce que moi, je mange mes émotions, puis j'ai jamais mangé 8 burgers dans un repas. J'ai toujours mangé un burger, puis une heure plus tard des biscuits, puis une heure plus tard des popsicles, puis je mange mes émotions petit peu par petit peu. Fait que j'ai gagné sur 50 livres après la chirurgie bariatrique parce que ça m'empêchait de manger de façon équilibrée, ça me forçait à manger tout le temps. Fait que ça a amplifié mon problème plutôt que de m'aider. Le Ozempic, même chose. Moi, je ne mange pas parce que j'ai faim. Je mange parce que je veux me consoler, parce que je t'inquiète, parce que... il n'y a pas une solution pour une personne. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour moi qu'à court terme, les spécialistes de la santé s'ouvrent, puis il y ait moins de préjugés, puis que ce soit plus facile. Mais je pense que pour les générations futures, ce serait bien que les jeunes médecins, que les jeunes personnes en apprentissage puissent s'ouvrir au fait que chaque personne est différente, puis on mériterait quand même d'être perçus comme des êtres humains avec chacune nos spécificités. Merci. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je pense qu'on va tous vouloir réagir à votre témoignage. D'abord, j'apprécie que l'audience vous ait applaudi parce que je crois que ça prend beaucoup de courage et qu'il y a beaucoup de choses vraies. Vous avez dit beaucoup de choses, mais j'en retiens plusieurs. D'abord, le courage de parler, de parler de la détresse qu'il peut y avoir, détresse comme cause ou détresse comme conséquence, et puis le cercle vicieux. J'apprécie beaucoup que vous ayez parlé de l'expérience. Vous avez commencé par ça, si mes souvenirs sont bons. On est très, très axé à l'Université de Montréal à développer la notion de patient partenaire. Ça fait partie des choses auxquelles on a réfléchi. Est-ce qu'on devait avoir une personne ici avec nous qui vit dans une situation d'obésité pour rapporter ça? Puis on avait peur de la stigmatisation qui est un troisième élément que vous avez dit. Puis oui, effectivement, je crois que tout à l'heure, on a été un peu sévère avec un commentaire récent du ministre Dubé, mais ça existe aussi dans les bureaux des médecins, de certains ou certaines nutritionnistes. Je pense que l'ensemble de la société a un biais grossophobe extrêmement important. Et puis je pense que vous l'avez très bien illustré. Dans certains cas, maigrir n'est pas forcément l'objectif, mais je suis à peu près sûr que tous mes collègues
pourraient avoir envie de réagir à votre témoignage, qui, à mon avis, suffit si jamais l'Université de Montréal veut faire juste un résumé de la conférence. Je pense qu'on a trouvé, avec votre accord, la possibilité de porter ce message. Je peux peut-être commencer. Karine, je veux te dire, te remercier puis te féliciter pour ton courage aussi de prendre la parole comme ça. Puis moi, je peux te dire que par expérience, tu n'es vraiment pas la seule qui vit des situations comme ça. C'est une situation que personne parle. Et j'aurais envie de dire, selon mes estimations, il y a des dizaines de milliers de personnes, de femmes surtout, qui sont dans une situation comparable à la tienne au Québec. Moi, des histoires comme la tienne, j'en entends littéralement à chaque semaine. À chaque semaine, puis ça a un nom, ce que tu vis. Ça s'appelle la grossophobie médicale. Puis c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas aux médecins. Les médecins ont toutes sortes de formations sur le traitement équitable des personnes de la communauté LGBTQ+, des personnes qui vivent avec un handicap, des personnes racisées, etc. Mais de la sensibilisation aux enjeux de stigmatisation associés au poids. Moi, je suis prof dans une faculté de médecine, puis c'est pas dans le cursus. Même que, moi, il y a des étudiants qui sont au doctorat en médecine qui m'écrivent pour que j'aille leur donner des formations sur la grossophobie médicale le soir, après que moi, j'aille donné mes cours pendant la journée, puis après qu'eux aient suivi leurs cours pendant la journée aussi, parce que c'est un enjeu duquel ils veulent entendre parler, mais c'est relativement nouveau. La grossophobie, c'est une des seules formes de discrimination qui est encore acceptable dans notre société aussi. Puis le fait de savoir que c'est véhiculé en très grande partie par des professionnels de la santé qui devraient être au courant de ces enjeux-là, c'est très, très, très préoccupant, puis je pèse mes mots. Puis malheureusement, j'ai un message d'espoir pour te dire que tu n'es pas la seule dans cette situation-là, mais pour moi, il n'y a pas dans mon expérience, puis il y a eu quelques études là-dessus aussi, il n'y a pas de corrélation entre l'âge et les préjugés, les biais par rapport au poids. Moi, j'ai beaucoup de rétroactions négatives quand je vais donner des conférences, que je me fais dire que j'encourage l'obésité, puis que je dis aux personnes grosses d'arrêter de faire de ne pas se prendre en main, etc. Puis ça, il y a bien des jeunes médecins qui me le disent aussi. Puis je pense qu'il y a encore énormément de travail pour lutter contre la grossophobie médicale. Géraldine, comme représentante de quelqu'un qui voit les patients en première ligne. Mais comme médecin de famille, en fait, moi déjà, je te dis vraiment à la fois bravo pour ton témoignage, mais pour ton courage de le nommer, de la manière aussi dont tu l'as nommé, j'imagine, devant un public. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Je suis biaisée parce que je suis médecin de famille, mais je suis aussi chercheur. Actuellement, je travaille dans un milieu rural où on est en train de mettre en place une communauté d'apprentissage intersectoriel pour adresser les enjeux de l'obésité. Je travaille avec des patients partenaires, des personnes qui ont vécu diverses expériences comme ce que tu nommes. Puis un des éléments qu'on travaille actuellement avec la communauté, c'est l'approche de la stigmatisation, justement reliée au poids, puis cette sensibilisation-là, avec notamment des organismes comme Vital, comme Équilibre, qui au Québec viennent soutenir puis amener cette approche-là. Et donc dans ce qu'on a vu, puis lors des premiers ateliers, on a fait beaucoup réagir avec l'approche de la stigmatisation. Donc, on voit tout le travail qu'il y a à faire. Mais moi, je reste convaincue que c'est un élément essentiel à nommer. Et de mon point de vue, comme médecin de famille, en fait, depuis que ça fait maintenant presque un an qu'on a démarré tout ce processus-là de communauté d'apprentissage, moi qui n'ai pas de préjugés vis-à-vis de mes patients, mais j'ai beaucoup appris. Puis de manière assez humble, je peux dire réellement ce soir que dans ce travail-là, mes apprentissages m'ont amené aussi à accueillir les personnes différemment, aussi dans mon bureau en consultation. Et donc, peut-être un message, c'est que là, ce que tu nommes, en tous les cas, ce soir, puis quand tu dis j'ai été stigmatisée, puis à raison, puis je pense que Benoît a raison de nommer la grossophobie médicale comme un enjeu actuellement dans notre réseau. Mais moi, j'ouvre la porte aux patients à
nommer, puis à le renommer comme tu as fait ce soir. Puis je pense que c'est par ces témoignages-là qu'on arrivera à faire changer les mentalités, qu'on arrivera à progresser, et en ramenant des éléments qui sont centrés sur les besoins des personnes. Puis là, par rapport à tes besoins, c'est important qu'on réponde à cet élément-là pour mieux t'accompagner, puis mieux soutenir aussi cette approche. Je t'en prie, Marie-Ève, et puis après ça, on prendra une autre question. Oui, de façon très courte. Merci pour votre témoignage et je voudrais vous dire que nous aussi, en fait, on le vit comme professionnels, dans le sens que moi, je l'entends beaucoup des médecins, le Ozempic est arrivé et le soulagement d'avoir quelque chose à offrir, dans le sens qu'on n'a pas beaucoup d'outils. Les professionnels que je représente, là, comme activité physique, nutrition et tout, on n'est pas beaucoup là, puis ça partit beaucoup avec cette notion de financement. Hein. Pourquoi ils n'ont pas admis que c'est une maladie? C'est qu'ils ne sont pas capables de sortir le chéquier qui vient avec. Et vous dire que ce que vous vivez comme patiente, bien, nous, on le vit aussi comme professionnels. Je pense que entre les spécialités, l'obésité pédiatrique, on ne veut pas en entendre parler, je vous dirais, en ce moment. Donc, juste vous dire que vous n'êtes pas seul, que nous aussi, on veut que les choses s'améliorent pour vous offrir des services de qualité aussi. Il y a une grosse réflexion à l'Université de Montréal pour avoir certains de ce type de témoignages de patients pour le vivre. Ça peut être l'obésité. Je connais des gens ici qui sont très intéressés par le diabète aussi, là, de se faire dire on n'a qu'à faire ceci ou cela pour que ces glycémies soient réglées et ainsi de suite. Monsieur, je pense que vous attendez depuis quelque temps de poser votre question. Oui, c'est pas grave. Je veux peut-être parler de... On a entendu beaucoup parler que les changements de mode de vie sont la base de ce qu'on doit faire, mais un commentaire que je voudrais faire, c'est que c'est très difficile, oui, mais c'est aussi qu'on est dans un environnement qui est complètement contre ça en termes de l'offre alimentaire et d'essayer de trouver les escaliers pour monter à un étage ici. On va toujours arriver devant les ascenseurs, jamais devant les escaliers. Il faut même demander, des fois, se faire débarrer une porte pour pouvoir accéder à des escaliers dans les immeubles un peu partout. Bref, c'est juste un commentaire qu'il faudrait prendre en considération parce que c'est vraiment difficile et même, j'allais mettre l'image un peu paradoxale de toutes les annonces qu'il y a autour des événements sportifs où on encourage les gens à manger des ailes de poulet et des boissons gazeuses. Donc, c'est de la bière. Ou pour rebondir sur ce que vous avez dit, on nous bassine avec l'Ozempic pendant les Jeux olympiques, là, parce que qui a regardé les Jeux olympiques a vu. Donc, le terme qu'on utilise pour ça, c'est un environnement obésogène, c'est-à-dire que c'est vraiment un environnement qui favorise les choses et en étant un peu extrême, mais en montrant l'importance, on a peut-être autant besoin de spécialistes de la santé comme nous que d'architectes et d'urbanistes pour prendre ça de façon globale et pour faire le lien avec ce que Madame disait avant, peut-être aussi de philosophes, d'avocats, pour avoir une vision de changer les constructions sociales que l'on peut avoir pour ça. Mais oui, je pense que l'environnement est extrêmement obésogène. Il y a une très grande étude britannique qui a essayé de comparer qu'est-ce qui se passait quand les gens avaient du transport actif, qui marchaient ou qui prenaient le vélo pour aller au travail. Ben oui, il y a un peu plus de fractures, il y a un peu plus de chutes, mais au total, il y a moins de diabète, il y a moins de problèmes reliés aux complications qu'on a parlé, il y a moins de maladies cardiovasculaires, puis il y a même moins de morts tout court. Donc peut-être que de retourner vers un environnement pour ça, d'aller favoriser ça, puis on ne me fera pas croire que la météo en Grande-Bretagne est si favorable que ça, à avoir envie de prendre une marche tous les jours. Madame, je pense que vous attendez vous aussi pour poser une question. Oui, je suis médecin spécialiste à la retraite, puis je suis venue juste par intérêt de formation continue. Puis pour vous parler, c'est que le Collège des médecins, dans leurs conférences qu'ils envoient à tout le monde qui fait partie du Collège des médecins, il y a une des conférences dans les 2 dernières années qui portait sur ce sujet-là et qui a mis beaucoup l'accent sur le fait de ne pas stigmatiser les patients puis pas de les recevoir comme vous avez perçu, vous avez été reçu par les médecins. Puis je pense que ça fait son effet sur moi, même si je suis à la retraite. Puis je pense que le Collège des médecins devrait répéter cette conférence-là. Je vais leur suggérer d'ailleurs.
Puis avant de passer le commentaire, mais ça peut vous encourager, mais je pense que le message n'est pas assez rentré peut-être. Là, ça va peut-être finir par rentrer. Puis, ma question est pour vous parce que je viens ici aussi parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi. Je suis à l'âge où mes amis ont des petits-enfants puis ont des enfants, des femmes, entre autres, chez la femme pendant la grossesse puis post-grossesse, il y a un problème d'obésité, tu sais, puis là, les femmes rentrent dans le cycle du travail, bébé, puis tout ça. Puis, puis l'obésité est endémique, là. J'aimerais ça savoir si des gens comme vous avez des cliniques, puis si des cliniques d'obésité ne devraient pas être installées dans à peu près chaque clinique de médecine familiale avec des gens compétents, tout ça, parce que c'est vrai que le médecin de famille, il n'a pas le temps de tout prendre la prise en charge, puis il a beau vouloir dire les habitudes de vie, mais le patient va retourner chez lui, puis ça prend vraiment une prise en charge, comme vous dites, alimentation, exercice physique, psychologique et tout ça. Là, puis moi, je vois les gens que c'est là-dedans qui sont pris, puis personne ne s'occupe d'eux. Alors, je trouve que c'est un problème médical tellement important. C'est un des plus importants pour la santé publique qui devrait avoir des cliniques d'obésité ou des équipes d'obésité dans à peu près chaque clinique de médecine familiale au Québec, là. Alors, est-ce qu'il y en a? Est-ce que moi, je peux suggérer des cliniques? Est-ce que ça existe? Puis est-ce que ça ne devrait pas exister comme solution? Ben, en tout cas, ce qui existe dans le public, il n'y a pas grand-chose de structuré ou d'organisé autour de ça. Dans les groupes de médecine de famille, on a des approches interprofessionnelles où on essaye de développer des expertises entre nous ou d'avoir des approches avec des prises en charge communes, mais il n'y a rien de structuré, d'organisé. Puis je ne connais pas aujourd'hui de clinique de prise en charge obésité. Après, il y a des cliniques privées, il y a des approches privées, des programmes privés, mais qui assurément ne sont pas accessibles à tous et qui aussi dans les programmes fonctionnent en parallèle, ne sont pas du tout intégrés dans les pratiques. Donc moi, je ne connais pas de programme en tant que tel, mais on en parlait en obésité infantile où il y a des choses qui existent. Mais moi qui travaille en GMF, si j'envoie un enfant vers une clinique spécialisée, c'est des fois 2 ans, 3 ans d'attente. En fait, ça peut être très long ou par des patients beaucoup plus complexes, on peut y arriver. Puis, ce n'est pas une non-volonté. Comme je dis souvent, ce n'est pas une non-volonté du système, c'est juste qu'on est limité par les ressources qu'il y a accessibles. Et la formation, je pense qu'on reçoit, elle est encore mince justement sur la prise en charge de l'obésité. Il n'y a même pas de trajectoire. On pose la question, l'obésité est-elle une maladie? On part de très loin. Donc, une clinique qui structure ça avec une approche diagnostique, une prise en charge pluridisciplinaire, et c'est encore loin dans le secteur public, avec des choses qui existent dans le privé, mais pas accessibles à tous. Marie-Ève, comme représentante du mode de vie. Oui, je peux vous dire, il y en a qui existent dans les GMF, des trajectoires. Chaque GMF, de ce que je comprends, choisit ses trajectoires de soins et les établit. Donc, il y a quelques pépites à trouver au Québec présentement, des trajectoires de soins en obésité pédiatrique. On a déposé un projet pour en créer. Et c'est à la pièce. Puis, j'oserais juste ajouter à Rémi les amis qu'il faut qu'on se fasse. Moi, j'ajouterais les économistes. Et pour les prochaines thèses que j'expertiserai, sachez que je vais vous poser la question, est-ce que vous avez prévu évaluer le coût-bénéfice du prix d'un kinésiologue, d'un nutritionniste versus le prix d'un médicament? Donc, il y a quelques pépites à aller chercher et à les mettre en valeur. Très belle étude de Jean-Pierre Després à l'Université Laval qui montre que certains programmes de mode de vie sont pas mal plus coût-efficaces que d'autres interventions. On va prendre des questions courtes, puis on va essayer de faire des réponses courtes, nous aussi, pour finir dans moins de 5 minutes, pour respecter le temps et ceux qui sont là. On va prendre les 2 dernières questions. Mademoiselle. Je vais donc faire ça de façon expéditive. Il s'agit plus d'un commentaire. Je remercie tous les panélistes, évidemment. Je pense qu'il faut saluer encore une fois le témoignage de Karine. Et je pense que c'est tout à fait louable de ne pas avoir nécessairement invité un patient partenaire pour éviter la stigmatisation. Mais il y a quand même des groupes au Québec qui prennent position pour donner une voix aux personnes qui vivent en situation d'obésité, pour leur permettre de s'exprimer, dont le groupe Parlons Obésité, qui a fait des premières représentations à la Chambre, au gouvernement, justement, là, au début mai. Je pense que c'est important, oui, que les professionnels se positionnent, mais de donner une voix directement aux personnes touchées. Donc, je trouvais ça absolument nécessaire de le mentionner, qu'il faut donner le pouvoir aussi aux personnes directement touchées. Oui, absolument, tout à fait. Vous parlez à un convaincu. La dernière question, on a gardé le meilleur pour la fin.
un peu ambitieux. Bon, un petit peu de Bonjour, pression. je m'appelle Anne Camille, je suis une étudiante de première année en médecine à l'Université de Montréal, donc je finis dans 2 semaines ma première année du préclinique. J'aimerais vous entendre un petit peu sur, on en a parlé un petit peu, mais présentement, comme je vous dis, dans 2 semaines, je termine ma première année et l'ensemble de mon année, on a eu 3 heures sur l'obésité et la grossophobie médicale, et c'est tout. Mais on s'est parlé à chaque semaine de comment l'obésité est un facteur de risque pour toutes les autres maladies qu'on apprend. Et c'est, je veux dire, on les compte plus combien est-ce qu'ils ont des facteurs de risque d'obésité. L'inverse, l'obésité est un facteur de risque. Donc, en fait, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait, on le sait que présentement, la grossophobie médicale part de nous maintenant, de mes collègues, de mes amis qui sont en médecine avec moi. Donc, pourquoi est-ce que au lendemain du renouveau du programme de médecine de l'Université de Montréal, on n'a toujours pas plus d'accent sur déconstruire la grossophobie dans le domaine médical, alors que c'est maintenant que ça doit se passer pour pouvoir être des meilleurs médecins envers nos futurs patients? Voilà. C'est une très bonne question, puis, mais vraiment, j'apprécie beaucoup. On a beaucoup de consensus pour un sujet qui peut être compliqué, mais ce que je peux vous dire en réponse courte, je ne suis pas bon pour les réponses courtes d'habitude, mais ce symposium, oui, il y en a qui me connaissent, là, mais j'ai entendu Mélanie, on en parlera. Ce symposium est ma compréhension dans l'état d'esprit de la faculté de médecine, une première étape dans une réflexion qu'on a initiée il y a quelques mois qui va couvrir de l'enseignement des médecins et de tous les professionnels de santé. La faculté de médecine à l'Université de Montréal a la particularité d'inclure plusieurs départements de sciences de la santé jusqu'à la recherche, en passant bien sûr par les soins. Donc, c'était vraiment défini. Puis, Dr. Kirikou pourra peut-être reprendre la parole si elle veut 2 minutes à la fin. Mais c'est dans mon esprit, de ce que je comprends, une réflexion a été initiée il y a quelques mois et ce symposium est une première étape pour une réflexion, pour une réforme beaucoup plus large qui pourra toucher la formation, pas juste des jeunes médecins, mais aussi des autres professionnels de la santé. Puis je regarde pour être sûr que je donne des vrais enfants, parce que je n'ai aucun rôle direct à la faculté de médecine. Je leur coûte, c'est eux qui payent mon salaire. Donc, je veux m'assurer de ça. Je tiens vraiment à remercier tous les gens qui sont déplacés. Ce n'est pas toujours facile et tout ça, mais je pense vraiment, soyez en tout cas du point de vue des patients, les commentaires des patients sont très importants. Je suis quelqu'un qui a monté plusieurs comités de patients pour essayer d'améliorer les choses et on a dit des choses importantes, mais je suis convaincu que votre point de vue est le plus important. Dans la maladie chronique, le patient vit 24 heures sur 24 avec sa maladie. Il est donc un expert, même si de temps en temps, il a besoin d'experts en sciences de la santé pour essayer de mitiger les problèmes. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous écouter. C'est vraiment... Est-ce que... Oui, donc je voudrais donner la parole à Dr. Kirikou. Je prends la parole 1 minute juste pour remercier nos conférenciers pour les essences super riches. C'était super intéressant. On a parlé de plusieurs sujets. Merci à notre public. Je trouve qu'il y avait des questions très, très pertinentes, puis on pose tous les mêmes questions. Merci, Karine, pour ton témoignage. Je pense que ça touchait nous tous, puis c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Je ne suis pas une professionnelle de santé, puis ni médecin, je suis juste une chercheuse, mais je confirme ce que Rémi vient de dire, qu'à la faculté de médecine, on est dans une première étape de réflexion. C'est pour cette raison qu'on a fait un symposium scientifique aujourd'hui en amenant tous nos professionnels de santé, nos médecins, pour vraiment poser les questions, parler des mécanismes, parler des préventions et des traitements. On connaît tous que c'est beaucoup plus facile de prendre une pilule que de faire 10 000 pas. Donc, il y a beaucoup de réflexions à faire. On est vraiment dans cette optique aussi de faire des changements au niveau des formations, de la recherche, de travailler. Puis je pense qu'on a tous une responsabilité comme citoyens, comme communauté, de faire changer des choses, de parler, de prendre notre place. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on a ce type d'échanges. Je voulais aussi mentionner que pour moi, le message aujourd'hui, c'est on fait tout ce qu'on fait, pas pour perdre du poids, mais pour notre bien-être. Ce que c'est 10 000 pas, bien manger, aller voir nos médecins de famille, bien être pour bien vieillir. Je pense que c'est des messages très importants qu'il faut réfléchir à nos actions puis pourquoi on fait ces actions.
Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, puis j'espère de vous retrouver pour continuer toutes ces belles discussions. Merci. Merci.